Essentiel qui est le président, les faits, les événements grands et menus de la vie officielle s'enchaînent et s'accordent et s'harmonisent suivant un rythme d'une rigueur un peu terrifiante. Je me demande quel est le citoyen libre de ses mouvements, libre de regarder le spectacle de la vie suivant l'angle qui lui convient, que n'a jamais effleuré cette pensée que le président de la République est un personnage chargé de privilèges à nul autre pareil. Bien sûr, les voies s'ouvrent-elles automatiquement à l'approche de la voiture présidentielle, les barrages tombent-ils, et le voyage à travers la ville la plus encombrée du monde est tout à coup facile, aisé. Et pourtant, la légendaire et intangible politesse des rois qui décident et qui imposent à tout moment dans la vie du président évoque beaucoup plus une servitude qu'un privilège. Un chef d'État n'est jamais en retard. Depuis le bureau vide du président, nous avons pris la liberté d'évoquer en quelques images témoins certains aspects de cette demeure qui a quelquefois des douceurs de maison familiale. Les appartements réservés aux invités royaux sont modestes, 3 pièces au plus, mais charmantes et douces, avec des blondeurs étudiées et des intentions aimables, voulues, jusque dans les détails d'intimité. Il nous plaît, au hasard de notre inspection, de rencontrer cette jeune secrétaire, occupée à changer l'ordonnance des fleurs destinées à Monsieur le Président. Et nous avons tenu à fixer l'image de ce magnifique garde républicain qui rêve devant le casque de son ancêtre tissé dans le tapis des Gobelins. Il y a longtemps qu'il a fait amitié, cet honnête militaire, avec le portrait du jeune empereur François-Joseph d'Autriche, comme il a fait amitié aussi avec le portrait du roi Frédéric Guillaume de Prusse, qui s'étonne peut-être du haut de son cadre de l'hospitalité de la République française. Ce magnifique escalier, exécuté, dit-on, d'après les plans de Caroline Murat, conduit aux appartements privés du président de la République. Le garde qui veille en interdit rigoureusement l'accès. Monsieur le garde, nous promettons de fermer discrètement les yeux en les traversant. Nous voulons seulement, pendant 1 seconde, prendre l'exacte place du président lorsque le front aux vitres, il lui arrive de contempler le frais paysage qui repose et qui délie. Les jardins de l'Élysée sont sans doute les plus beaux de Paris. Ils sont sûrement les plus aimables quand ils sont offerts aux enfants. Le président peut aussi évoquer, par-delà les jardins de l'Élysée, d'autres verdures promises à ses loisirs, le parc de Rambouillet, avec ses allées à la française, avec ses... Eh bien, non, nous ne dirons rien des chasses de Rambouillet. Nous préférons de beaucoup célébrer ces moutons qui représentent peut-être la plus belle race de l'univers et qui, de père en fils, de mouton, à travers tous les régimes politiques de la France, remontent tout droit au temps du roi Louis XVI. Les vieux moutons, les ancêtres, les étalons mérinos, naquirent en Espagne, à qui d'ailleurs ils doivent un caractère ardent et fier. Ils appartiennent aujourd'hui à cette extraordinaire, à cette unique bergerie nationale où de jeunes garçons sages qui échappent à la hantise de l'époque des avions à réaction apprennent à mener un troupeau comme ils apprennent à bien lire la carte du ciel sur le domaine même de Monsieur le Président de la République française. Ici va se terminer la partie fantaisiste et un peu indisciplinée de notre enquête. C'est que nous devons être de retour au Palais de l'Élysée juste à temps pour y assister à la mise en place du Conseil des ministres qui doit commencer incessamment. À l'Élysée, les ministres en exercice traitent des choses de l'État dans cette pièce, dont jadis la marquise de Pompadour avait fait sa chambre d'apparat. Le protocole des conseillers est immuable, comme le plan de table que ce valet chargé de marquer les places connaît par cœur,
les cendriers-sondrieurs, comme le plateau d'orangeade, comme l'horloge chargée de rappeler la fuite éperdue des heures. Le fauteuil réservé au président de la République occupe le centre. Celui du chef du gouvernement lui fait face, mais il est privé de soutache dorée. Messieurs les membres du gouvernement, à l'ordre du jour, la France. Des heures ou bien des jours ont passé. Cette fois, au nom de son pays, le président invite au palais de l'Élysée les représentants des autres nations qui ont élu domicile sur la même planète. Grand dîner, grande réception au palais présidentiel. Un vaste branle-bas de combat engage toutes les forces vives de la maison. Le départ de l'aventure peut se situer n'importe où dans la demeure. Nous avons choisi l'étage de la vaisselle. C'est une des élégances de l'Élysée de posséder, par les soins de la manufacture de Sèvres, les plus belles vaisselles du monde. Le dessert, ce soir, sera servi dans des fleurs. Nouvelle de la cuisine, bonne. On peut faire confiance au premier chef de France. La lumière au dîner sera chaude et subtile, exactement dosée pour l'éclat des visages féminins. Et ici, Madame la Présidente, suivant en cela la tradition de toutes les maisons françaises, Madame la Présidente, dont c'est essentiellement le rôle d'inspirer, de diriger, de régler le cérémonial de la réception, donne ses ultimes instructions à tous ceux-là qui ont, à des titres divers, la responsabilité de l'accueil dans la première maison de France. Le dîner ce soir comptera 200 couverts, le corps diplomatique au grand complet, les membres du gouvernement, les présidents des grandes assemblées, des personnalités amies. Le chef des huissiers aura à charge l'organisation du vestiaire, l'acheminement des invités. Quant au fleuriste de l'Élysée, personnage essentiel, sa mission capitale consiste à se montrer ce soir incomparable, dans un art où de tout temps sa réputation fut exceptionnelle. Il convient que chacun des 200 couverts soit vérifié, mis au point, dosé. L'orientation fâcheuse d'une fourchette est d'un mauvais présage. Tout juste à temps, le plan de table, élaboré dans le silence du cabinet, par le service du protocole, vient d'être remis au bureau militaire. Tous les problèmes de préséance ont été examinés, évalués, estimés, dosés, discutés, comparés. Et nous savons bien que pour finir, chacun d'eux a reçu la solution souhaitée, la seule. Une promenade autour des tables de ce soir pourrait évoquer quelques voyages autour d'un monde aux frontières idéalement voisines. Une sorte d'univers parfait où les uns n'auraient pour les autres qu'attentions aimables, conciliantes, en tout cas polies et de bonne inspiration. Et voici représentée pour la première fois, en effigie vivante, la salle des fêtes, en grand uniforme de parade, prête à recevoir les invités de la France. Les musiciens de l'orchestre de la garde sont occupés à chercher le la, ils le trouveront. La cuisine n'est pas en retard d'une sauce. Jetons un ultime coup d'œil sur la salle du repas, pas une bougie ne pleure, pas une fleur ne défaille. Présentez. Ah! Du haut du perron d'honneur, nous assisterons discrètement à l'arrivée de ces personnages, ministres, ambassadeurs, ambassadrices, généraux, qui sont ce soir les hôtes de la France. Son Excellence, le nonce apostolique, ambassadeur du Saint-Siège. Monsieur le ministre de Suisse. Monsieur le chef de la mission militaire des Nations Unies. Plein son à l'orchestre avant le solennel « Monsieur le Président est servi ».
à la cuisine pendant que se succèdent les actes du repas. Pleine douceur aux cordes du quatuor, cependant que les invités s'acheminent vers les salons, après le dîner, il n'y aura pas une fausse note à la soirée de la France.